Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le congrès Smart Energy Factory où nous allons nous intéresser maintenant justement aux Smart Factory. Alors les Smart Factory, d'après un cabinet d'études, ça représenterait en 2018 à peu près 250 milliards d'euros de marché par an. Mais encore faut-il s'entendre sur ce que l'on met derrière ce vocable de Smart Factory. Comment peut-on rendre sa production, son usine plus intelligente, plus efficace énergétiquement, notamment grâce aux automates? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux invités. Tout d'abord, Georges Caillol. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable efficacité énergétique dans l'industrie chez ABB, qui est leader mondial dans les technologies de l'énergie et de l'automation. Bienvenue. Merci. Avec nous aussi Arnaud Legrand. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Energency, qui édite une plateforme logicielle dédiée à l'efficacité énergétique dans l'industrie. Donc, tout à fait. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors donc, on parle de Smart Factory, Smart, mais ça veut dire qu'avant, on n'était pas Smart, monsieur Caillol? Je pense qu'avant, on n'était pas smart et qu'on ne l'est pas encore. Je pense qu'on va préparer le futur et on va le voir au cours de ce débat. Mais il faut aujourd'hui mettre les bases pour avoir une usine connectée. Voilà. Alors qu'est-ce qui change concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'on passe? Alors évidemment, on a le prix de l'énergie un peu, mais qu'est-ce qui justifie ce passage à une usine intelligente ou communicante? Ce qui change, c'est que aujourd'hui, on est passé par une phase dans les 10 dernières années d'automatisation de chaque entité au sein d'une même usine, et qu'aujourd'hui, il faut relier tous ces automatismes entre eux de façon à les faire parler ensemble pour qu'il y ait un système de gestion global qui puisse piloter l'usine. Très bien. Monsieur Caillol, qu'est-ce qui change d'après vous? Monsieur Legrand, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui change d'après vous? Alors aujourd'hui, on se rend compte que les industriels souffrent par manque de données aussi et d'analyse. On avance, comme dit M. Caillol, vers une phase où progressivement, on va avoir plus de moyens d'analyse. Et l'avenir, effectivement, c'est d'être capable d'analyser et de comprendre vraiment où on va à partir de son outil industriel. Mais est-ce que ça veut dire qu'auparavant, on ne se préoccupait pas de cette question? Avant, c'était différent parce que l'énergie était moins chère. Et le concept d'efficacité énergétique à l'époque, c'était fournir l'énergie abondante en permanence pour que le process soit efficace. C'était ça le paradigme. Il a changé aujourd'hui, et aujourd'hui on veut tirer le maximum de l'énergie en consommant le moins possible. D'accord. Alors comment peut-on s'appuyer sur ces automates? Quelle est la démarche que vous conseillez à vos clients, monsieur Caillol? Déjà, les automates, pour qu'ils puissent avoir la moindre action, il faut qu'ils aient des informations du terrain, c'est-à-dire du comptage et du sous-comptage. Ensuite, ils sont capables, dans l'état actuel, de les comptabiliser, de les afficher et de donner des indications sur des valeurs standards. Donc on va dire, si on est dans une consommation normale pour une production ou si on est au-delà, auquel cas il y aura alarme et il y aura une réaction. Il y a 20 ans, les opérateurs étaient censés faire de la production. Après, on leur a demandé de faire de la qualité. Après, on leur a demandé de faire un peu de maintenance, ils géraient les premiers niveaux. Maintenant, on va leur demander de gérer également leur consommation d'énergie en fonction de leur production. Donc vous nous dites qu'il y a une première étape de mesure, donc de diagnostic, et que les automates sont déjà capables de donner des informations, si je comprends bien. Ouais. L'automate aujourd'hui, il est capable de collecter beaucoup de données et de les traiter. Il ne le fait pas en ce qui concerne le comptage de l'énergie. Mmh. Donc on va lui demander de faire ça en plus. Mais c'est une tâche qu'il sait déjà faire avec d'autres capteurs, de température, de débit, de pression, de choses comme ça. On va lui demander de calculer, d'afficher les kilowatts, tout simplement. Est-ce qu'on est déjà smart? Est-ce qu'on met déjà du smart à cette étape? Non, pas encore. Non. Pas encore. C'est juste une mesure et une information. Monsieur Legrand, dans cette démarche initiale de diagnostic, vous intervenez vous aussi? Oui, alors comme le dit M. Caillol, ce qui est très important effectivement pour manager, c'est de compter. Sans comptage, on ne peut pas savoir ce qu'on fait. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout ça c'est un petit peu cloisonné. L'énergie, c'est l'énergie, la prod, c'est la prod. Et je pense qu'on va aussi vers un croisement, une interopérabilité des données présentes dans les usines, que ce soit les données de maintenance, les données de production, les données d'énergie. Et ces données, elles ont besoin de se parler, de s'évaluer pour créer de l'intelligence. Alors c'est ce que vous faites chez vous, vous aspirez des données exogènes pour les intégrer au système. Exactement, le métier d'Energency, éditeur de logiciel, c'est justement de faire croiser et parler ces informations de production, d'énergie, de maintenance, de tarifs d'énergie, pour tirer en permanence le meilleur compromis possible en termes d'analyse et de plan d'action pour les industriels. Alors là, vous donnez des exemples de données qui sont liées à la production.
est-ce qu'il est intéressant aussi d'apporter des données complètement exogènes à la production, marketing, commercial, environnemental? Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises agroalimentaires, elles ont un focus qui est leur marge. On voit bien dans les médias aujourd'hui que c'est un vrai enjeu de compétitivité, et connaître la part de l'énergie dans son produit de fabrication, c'est très important. Donc on va non pas cloisonner l'information énergie à la production, ou en tout cas aux personnes qui font les opérations, mais on va la diffuser aux achats, au marketing, à la maintenance et à tous les services concernés par la performance énergétique. D'accord, donc on a un management de ces mesures avant même de rentrer dans un process d'optimisation. Alors c'est la philosophie de notre outil, c'est de fournir de l'intelligence à partir des données existantes. Et pour ça, il faut faire communiquer les données qui sont cloisonnées. Donc les tarifs d'énergie, en fait, elles sont souvent aujourd'hui dans la finance et dans le monde des achats. L'idée, c'est de les rapprocher et de les mettre dans les mains des opérateurs pour qu'eux-mêmes aient conscience en fait, de l'impact de leurs actions d'économie d'énergie dans l'outil industriel. Est-ce que ça va jusqu'à aller piloter d'une certaine manière la production à partir de ces données exogènes, ou est-ce qu'à un moment, quand même, on s'arrête et on redonne la main aux gestionnaires de production ? Alors, je pense qu'on enlève, je pense que M. Caillol serait correct avec moi, on n'enlève jamais la main à l'opérateur de production. C'est quand même eux qui sont aux manettes. Nous, on fait que conseiller. Et il faut bien prendre conscience que ces gens-là ont d'autres préoccupations, la sécurité, par exemple la qualité, qui sont des piliers aujourd'hui de la qualité de notre industrie, notamment en France et en Europe. Et ces piliers sont incontournables. Il faut juste bien les conjuguer avec l'énergie. Monsieur Caillol, je vous voyais sourire à ma question naïve. Non, pas du tout naïve, mais c'est vrai qu'on se dit toujours à quoi sert l'opérateur, ou à quoi servira-t-il? Est-ce que tout sera automatisé? On connaît les cracks boursiers par une cascade de décisions d'ordinateurs. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Ceci dit, avoir la bonne information au bon moment en temps réel permet de prendre des décisions, voire effectivement d'arrêter une production. Et aujourd'hui, nous, on a déjà des systèmes installés dans des grands groupes qui transfèrent des productions d'un site à un autre en fonction des coûts énergétiques. C'est surtout d'un pays à un autre en fonction des coûts. Et ça reste au niveau européen pour le moment, mais on peut s'attendre à ce que ça se développe au niveau mondial. Alors, Monsieur Legrand nous disait que les données qu'on avait récupérées, on devait même les diffuser sous la bonne forme au bon interlocuteur, au bon décideur. Mais on doit aussi le rediffuser aux automates. On lui fait quelque chose avant, on l'analyse, on la traite. Qu'est-ce que vous proposez sur ce thème? Non, l'avancée vers le smart, c'est que les coûts énergétiques, ils ne sont pas uniquement dans les outils de production, ils sont aussi dans tout ce qui est utilité dans l'usine. Et aujourd'hui, comme le disait M. Legrand, vous avez des coûts qui sont globalisés et qui sont gérés par les gens qui s'occupent de l'énergie. Et donc, je prends de l'air comprimé, je prends de la vapeur, je prends de l'eau chaude, je prends de l'eau froide. Tout ça, c'est commun à l'usine. Et tant qu'on n'a pas une intelligence dans l'automate qui permet de compter ce qui se passe dans ces utilités au sein d'un outil de production spécifique, on n'est pas capable de faire la part des choses. Donc c'est pour ça que le premier petit smart après le comptage, c'est d'arriver à affecter des coûts précis pour qu'un système expert puisse l'utiliser derrière à chaque partie de la production. Alors attention, système expert, ça veut dire que là, on a une prise de décision par un ordinateur. Un système expert, ça fait que ça peut gérer une quantité d'informations et une certaine complexité dans un temps très court. Et ça donne des recommandations. Ça ne prend pas des décisions. C'est une aide à la décision. Voilà. Donc après, l'opérateur reste maître derrière. Donc là, on est dans du décisionnel. Quelle différence avec le prévisionnel? Est-ce que les deux sont forcément liés, ou est-ce que vous pouvez préconiser l'un comme l'autre séparément? Pour moi, ils sont séparés parce que le prévisionnel, ça passe par une simulation. C'est-à-dire qu'on dit, et si on produisait comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Et à ce moment-là, on a du prévisionnel. Alors le prévisionnel, ça sert à prévoir ses coûts, mais ça sert aussi, le prédictif, à gérer sa facture énergétique auprès du fournisseur d'énergie tel qu'EDF ou GDF, parce qu'ils ont horreur de ne pas savoir quelle sera la consommation demain, et surtout le tarif varie en fonction de la demande. Donc pour moi, le prédictif n'est pas le décisionnel. Monsieur Legrand? Oui, en fait, prévision, décision. Je pense que le prévisionnel se rapproche un peu de l'optimisation, alors que être dans l'action, c'est vraiment piloter. Et ce sont deux dynamiques différentes. Donc ça rejoint une autre question que j'allais vous poser, la différence entre optimisation et pilotage. Finalement, on n'est pas sur le même pas de temps, ni sur les mêmes actions.
au final. Tout à fait. Le pilotage, c'est faire en sorte de bien conduire son outil industriel en prenant les décisions à la hauteur de son périmètre. Alors que pour nous, l'optimisation, c'est avoir une vision qui va être plus consolidée à moyen long terme, être capable par exemple de calibrer des investissements sur son process. Le pilotage, c'est plutôt être au quotidien dans l'usine, avoir les bons ratios et être capable de tout de suite prendre une décision pour mieux piloter. D'accord. Alors peut-être le mieux, c'est qu'on essaie de trouver dès maintenant des exemples avec les gains potentiels que l'on peut obtenir. Est-ce que, Monsieur Callot, vous avez des petites histoires à nous raconter sur le sujet, des heureuses chez vos clients? Oui, alors, des histoires heureuses, heureusement, on en a, mais moi en Smart, j'en ai pas. La Smart Factory, j'en ai encore pas fait. On est dans les balbutiements, on commence à peine. Il y a peut-être certains créneaux comme l'agroalimentaire qui ont d'autres impératifs, comme le marché de l'automobile qui sont très avancés sur le sujet. Moi, je ne suis pas là-dedans, je suis dans l'industrie plutôt chimique, métallurgique, papeterie, cimenterie, voilà, donc ce qui s'appelle l'industrie un petit peu lourde. Et on est loin de ce niveau-là. Donc les actions qu'on a fait aujourd'hui en comptage, c'est simplement ajuster les méthodes de travail, ajuster les points de fonctionnement, parce qu'on a l'information en retour. Et là, les gains sont de l'ordre de 5 à 15%. En pharmacie, vous pouvez monter jusqu'à des gains de 20-25%. D'accord. Sur les consommations au niveau des utilités. Alors avec une action quasiment purement logicielle, on arrive à quel type de gain? Alors, comme le dit M. Caillol, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on produit de l'énergie dans une usine, mais aussi on la consomme. Bien la produire, il faut effectivement des moyens d'automatisation précis, mais ça ne suffit pas en fait. Vous pouvez avoir un compresseur par exemple d'air qui va produire de l'air avec un très bon coût énergétique. Autant faut-il que votre réseau d'air soit fiable, qu'il n'y ait pas de fuite par exemple, et que votre besoin, donc votre utilisation au quotidien dans votre chaîne de production, soit limitée vraiment à l'essentiel. Donc on a vraiment là les deux facettes, l'automatisation, enfin du monde de l'automatisme et de l'intelligence derrière, pour produire l'énergie, mais aussi bien la consommer. Alors, une fois qu'on sait effectivement mettre en place des systèmes pour bien produire et bien consommer, ce qu'on constate, nous, c'est que ne serait-ce qu'afficher une comptabilité analytique de l'énergie, quelle part je mets de mes kilowattheures dans tel atelier, dans telle machine, ou dans tel produit, ou dans telle équipe et tel process, déjà, on a le premier effet qui est 5 à 10% d'économie, parce qu'il y a une prise de conscience, et tout d'un coup, on sait de quoi on parle. Et alors, et après ? Alors après, quand vraiment vous passez à l'optimisation et qu'on utilise l'intelligence de vos algorithmes. Ouais. Alors notre algorithme, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse en temps réel la consommation d'énergie et qu'il repère en fait du traitement statistique du signal là où il y a de la variabilité. Par exemple, vous pouvez faire un même produit, par exemple une plaque de verre, un yaourt, et pour ce même produit avoir une quantité d'énergie qui peut passer du simple au quintuple, par exemple, alors que vous faites le même produit. Donc notre algorithme, il va analyser en fait les causes possibles et probables de cette variabilité, et donc il va discriminer les facteurs d'influence et les mettre en avant auprès des opérateurs, des équipes de production, de maintenance et de la direction industrielle. Donc il va donner cette vision de voilà, vous avez fait un produit, ce jour-là, vous auriez dû consommer tant, et malheureusement vous avez consommé tant parce qu'un facteur d'influence est intervenu, et donc voilà comment peut-être vous pouvez l'améliorer. Est-ce qu'on a une grosse différence de gain entre le rétrofit, qui j'imagine est la grande majorité des projets sur lesquels vous allez travailler ou vous travaillez, et le neuf? Question pas simple. Désolé. C'est vrai qu'en France, on est plutôt sur le rétrofit. Toutefois, il y a quand même certains outils qu'on est obligé de remplacer et de partir avec du neuf. Et à ce moment-là, on a tout de suite accès à des technologies qui permettent de gérer différemment les productions. Avant, on utilisait du gaz. Maintenant, on va utiliser de l'électrique. On utilisait du charbon. Maintenant, on va utiliser du gaz. Maintenant, on fait de la biomasse. Maintenant, on fait de la cogé. Donc, au sein d'une même entreprise, même si c'est du rétrofit, il y a quand même des solutions et un mix énergétique qui se met également en place, qui fait que je ne peux pas vraiment comparer entre du rétrofit et du neuf, parce qu'aujourd'hui en France, il y a une mixité permanente, à mon sens. Alors, et plus précisément, en ce qui concerne les automates, est-ce que la plupart des automates existants sont éligibles pour ensuite relayer le pilotage intelligent? Alors, l'avantage de l'automate, c'est que ça ne vaut rien. Aujourd'hui, c'est complètement démocratisé, ça ne coûte pas grand-chose.
et que si ça ne va pas, on le remplace. Donc normalement, tous les automates communiquent, parce qu'ils ont forcément un autre automate derrière, ils ont des entrées-sorties déportées, ils ont une supervision, donc ils ont des protocoles de communication. S'ils l'ont pas, bon, ça veut dire qu'il est très vieux et on le remplace et vraiment ça coûte rien. Ce qui coûte, c'est la valeur ajoutée derrière, c'est l'engineering, c'est savoir comment on le programme et savoir ce qu'il faut mettre dedans. Mais s'il est existant, on recopie, le coût est faible. Voilà. Et donc ça veut dire que finalement la plupart des industriels ont déjà chez eux une infrastructure permettant d'améliorer, d'optimiser, d'améliorer le pilotage de leur système. La problématique aujourd'hui, c'est la diversité des marques et des produits au sein d'une même société. Parce que chaque fournisseur d'équipement livre avec son propre automate. Donc un client, il a des préférences, mais en attendant, il se retrouve avec une multitude d'automates sur son site. Et donc, il faut arriver à les faire communiquer. Donc ABB a du matériel pour faire communiquer tout le monde de façon à le centraliser et donner la main à des sociétés comme celle de Monsieur Legrand après pour traiter ces informations. Voilà. La complexité, elle est dans la communication. Mais il y a des solutions. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Qui veut répondre? Alors, bonne question. Alors nous, notre approche sur ce point, c'est qu'on peut faire des économies avec l'existant. Vous parliez de rétrofit, on a cette vision que la rupture technologique, c'est effectivement un levier d'amélioration, mais l'amélioration continue aujourd'hui, notamment tout ce qui est lean management, c'est clé dans la performance énergétique des industriels. Être smart, c'est aussi aller dans cette direction de j'ai une quantité d'énergie, j'ai un parc industriel qui a une histoire, je ne vais pas revamper automatiquement tout de suite mes machines parce qu'il me faut du temps de retour sur investissement, etc. Donc il faut que je tire le maximum de mon outil. Alors, nous, notre vision, là, c'est qu'on va faire avec l'existant en termes de données. S'il y a des compteurs, par exemple, on va les exploiter, on va les croiser avec le RP, et on peut déjà tirer des premières économies. Et ne serait-ce que c'est ce qu'on appelle les quick wins, hein, comme les anglo-saxons le disent, ça suffit déjà à générer une première enveloppe d'économie. Alors après, je peux passer la main sur tout ce qui est CAPEX et vision investissement à M. Caillol, mais la notion d'amélioration continue, budget opérationnel pour faire des économies, c'est une réalité aujourd'hui qui séduit les industriels. D'accord. Monsieur Caillol, pour ce qui vous concerne. Au niveau des financements, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Il y a aussi des aides. Les économies d'énergie ont été prises à bras-le-corps par les gouvernements européens. Ils ont encore, normalement aujourd'hui, il y avait encore des lois qui devaient sortir. Et il y a donc une réglementation qui est en place, qui pousse, qui incite et qui oblige les industriels à investir. Donc du coup, il y a pas mal de fournisseurs, des constructeurs comme ABB qui développent des produits qui vont bien, et également des sociétés qui développent des solutions pour ça. Voilà. Donc il y a des sociétés aussi qui se lancent dans le financement. Aujourd'hui, je pense que le financement, c'est pas un vrai problème. Si on veut, on l'a. Y compris des tiers financeurs? Y compris des tiers financeurs. Personnellement, chez ABB, on sait faire. On sait faire aussi avec des partenaires. Il y a des banques, il y a des sociétés externes. Nous en avons ici sur le salon SEF aujourd'hui qui proposent de faire du financement. Location, ça se fait aussi? Location, oui. Ça permet de décapitaliser les investissements. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter un compresseur et de le financer, vous achetez des mètres cubes d'air comprimé à une certaine pression et ABB ou notre société est propriétaire du compresseur. Voilà. D'accord. Alors je reviens un petit peu à la charge. Vous aviez encore quelque chose? Non, je reviens un petit peu à la charge sur mes histoires de gains et de retour sur investissement. J'ai compris qu'il y avait encore peu de projets vraiment significatifs. Est-ce qu'on peut néanmoins avoir une sorte de panorama des différents secteurs d'activité qui seraient plus éligibles que d'autres ou qui auraient plus à gagner que d'autres? Est-ce qu'on peut faire des raccourcis comme celui-ci ou pas? Je pense que c'est difficile. Pourquoi? Parce que dans l'industrie, notamment manufacturière, il y a des hommes, il y a des automates, mais tout n'est pas simple en fait. La complexité vient aussi de la qualité des produits qu'on fait dans notre pays et de nos industries, et tout ne peut pas s'automatiser. Donc à partir de ce constat, ce qu'on peut dire, c'est que rien n'est simple, voilà, tout simplement. Monsieur Caillol. Ouais. Moi, j'ai l'exemple de la papeterie. J'ai travaillé 10 ans là-dedans. Il fallait 100 mètres cubes d'eau pour faire une tonne de papier. Aujourd'hui, il en faut entre 5 et 15. Donc, on sait travailler différemment si on veut s'en donner la peine. Ça a été dû à des économies d'eau et surtout à la pollution. Donc, il fallait réduire les consommations. Donc, quand on est poussé, on y arrive. Et je pense que l'Europe et la France est encore générateur de créativité. Et en ce sens-là, moi, je ne suis pas trop inquiet. On aura cette créativité et ces idées-là. Maintenant, ce qui a été fait au niveau des gains, c'est déjà énorme.
Ça s'appelait pas comme ça s'appelait la productivité, mais ça fait des années que l'industrie française travaille dessus et les gros investissements sont faits. Mais alors, est-ce que c'est ça la Smart Factory finalement? C'est quoi la Smart Factory d'après vous? Alors, les tendances sont à dire que si l'Europe veut survivre par rapport au marché mondial, il faut qu'elle soit réactive. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des productions de masse, des milliers de tonnes sur le même produit, on va être amené à faire des petites productions, voire des produits uniques, voire à changer de production parce qu'il y a un changement de commande, parce que le carnet de commande, il n'est plus à 6 mois, mais il est à 3 jours. Et cette réactivité-là, on ne peut l'avoir que si l'usine est connectée et qu'il y a un système expert qui vous dit comment la régler pour pouvoir faire cette production-là. Donc à mon avis, l'avenir, il est là. Et si on s'y prépare aujourd'hui, c'est bien. Ça peut être deux raisons. Donc cette réactivité et surtout le coût de l'énergie qui va sans doute continuer à monter. Et si aujourd'hui c'est un peu marginal en France parce qu'on est bien placé au niveau européen avec notre source nucléaire, demain ça ne sera peut-être pas le cas. Et il faut que l'usine soit prête à écouter des systèmes experts de façon à mieux gérer ses consommations. Donc il faut aller là-dedans. Il n'y a pas à hésiter. Ça va, à mon sens, prendre une dizaine d'années. Mais les outils sont là, les sociétés sont là, et je pense que l'industrie française n'a pas le choix. Donc pour vous, la traduction française serait plutôt usine agile, quelque chose comme ça? Oui, usine intelligente, ça me plaît bien aussi. Oui. Monsieur Legrand, votre vision de la Smart Factory? Alors, c'est très complémentaire et je pense que Monsieur Caillot le décrit bien. La notion d'agilité, donc avoir un outil industriel souple sur lequel on peut intervenir rapidement, ça va créer beaucoup de variabilité. On va perdre ses repères. Et donc, la donnée est d'autant plus importante. Maîtriser ces données, être capable de savoir où on met l'énergie à chaque produit différent fabriqué dans l'usine, aujourd'hui, c'est ça la grande tendance. Et aujourd'hui, ce qu'on fait chez Energency, c'est ça, c'est proposer à des gens qui sont au quotidien, entre guillemets, la tête dans le guidon, passionnés par leurs produits, des moyens d'analyse pour prendre du recul et leur fournir les moyens de décider en ayant une vision connectée de leurs produits, de leur parc industriel, de la vision d'investissement, la vision amélioration continue, la vision achat et tous les leviers de performance énergétique. Fournir ces différents leviers avec une plateforme commune de gestion de management de l'énergie. D'accord, vous me disiez quand on a préparé cette émission, j'avais aimé le terme, que votre métier c'était de numériser la performance énergétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on discute avec nos clients, ils nous disent la photographie, le côté caduc d'une vision analytique, c'est bien, mais ce qu'on veut, ce qu'ils m'ont dit un jour, c'est ce qu'on veut, c'est des outils connectés en temps réel qui nous fournissent en continu l'information. Donc le besoin, c'est non pas plus du papier, un rapport papier par exemple, c'est d'être capable en permanence de savoir où j'en suis avec mon outil. Et évidemment entre plusieurs sites. Également, déjà entre plusieurs chaînes de production, plusieurs ateliers d'une même usine, mais plusieurs usines connectées au sein, par exemple, d'un même groupe industriel ou d'un même secteur. Pouvoir se comparer, par exemple, à ces usines homologues ou bien au secteur dans lequel on évolue, c'est aujourd'hui un gros besoin des industriels et il faut des outils connectés, il faut du numérique pour pouvoir leur fournir cette force de frappe analytique en temps réel. Très bien, alors je crois qu'on a bien compris ce qu'était pour vous une Smart Factory. Pour terminer, est-ce que vous pourriez l'un et l'autre donner votre meilleur conseil aux décideurs qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je répète qu'il faut sur le sujet évidemment. Il faut pas hésiter à s'équiper aujourd'hui de toute la chaîne qui va être utile pour arriver à cette usine agile, intelligente, smart, c'est-à-dire mettre des compteurs, c'est-à-dire les relier aux automates, c'est-à-dire les connecter entre eux, et c'est-à-dire mettre un système qui est capable de les analyser. Et commencer à se créer une base de données qui servira toujours? La base de données, plus ou moins, parce qu'elle est beaucoup liée aussi à l'énergie que vous utilisez. Ça peut évoluer. Elle est liée aux produits que vous allez faire, et ça va évoluer. Donc, je ne sais pas si on vit sur le passé. Je pense que M. Legrand, il dit bien, on vit en temps réel. Donc, c'est bien d'avoir un historique, mais aujourd'hui, l'historique, c'est du court terme aussi. Voilà. D'accord. Votre conseil? Oui, pour compléter. La norme ISO 50001, système de management de l'énergie, le dit très bien, il faut avoir une vision transverse aujourd'hui de la consommation énergétique et de la production d'énergie. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner aux industriels, c'est d'avoir cette vision transverse aussi bien dans leurs ressources humaines, dans leur parc industriel, mais aussi dans les moyens d'analyse et les outils comme ceux qu'on fabrique, donc du logiciel.
Aujourd'hui, avoir à portée de la main sur un téléphone intelligent, une tablette ou un site web, ces données, ça permet de travailler vite, de prendre des décisions rapidement, d'être très agile par rapport au contexte économique et par rapport à son outil de production. Donc à l'instar du bâtiment et de son approche dite globale, vous préconisez une approche là pour le coup transversale dans le monde industriel. Oui, parce que historiquement, la production produit, la maintenance maintient. Et voilà, c'est un exemple concret, opérationnel dans les usines qui parlera, je pense, aux industriels. Et tout le monde est acteur de la performance énergétique dans une usine. Il y a des personnes qui doivent s'occuper des investissements, bien les calibrer, avoir le retour sur investissement qu'il faut et suivre, une fois que l'action est réalisée ou l'investissement réalisé, s'il fonctionne bien. Ensuite, il y a des personnes qui vont travailler sur l'analyse vibratoire des moteurs, sur la maintenance, d'autres sur leur chaîne de production. Et toutes ces personnes sont liées par le coût de l'énergie et l'utilisation de l'énergie. Donc il faut cette vision transverse. Très bien, merci beaucoup à vous deux pour vos précieux Merci, conseils. Je vous en prie, merci. Merci également à vous, internautes, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, notamment celle de ce thème consacré à l'efficacité énergétique industrielle sur cleantechrepublic.com. Au revoir.